Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 351. Aujourd'hui, on monte sur le ring et on enfile les gants pour parler boxe anglaise. Le 28 août prochain, soirée Noblard au casino d'Anguin-les-Bains. Très belle carte, on verra notamment Kevin Lele Sadjo. Et puis, dans le combat principal, on aura notre invité du jour, Rima Ayadi. Salut Rima. Salut. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir, on va pouvoir aborder plein de sujets avec toi et avec Baba évidemment, le pilier du RMC Fighter Club qui est avec nous. Salut, bah écoute, c'est un honneur de recevoir Rima ici, ça fait un bout de temps en plus qu'on se côtoie, et puis là, il y a une grosse échéance pour toi, donc on est ravis d'en parler avec toi. En tout cas, c'est vraiment un plaisir, comme on le disait, de te recevoir aujourd'hui, une boxeuse qui en 2015 n'avait jamais fait de sport et qui, 10 ans plus tard, se rapproche d'un combat pour une ceinture mondiale incontestée en boxe anglaise. C'est parti pour le RMC Fighter Club. Rima, on l'a dit, plein de sujets à aborder avec toi aujourd'hui, notamment sur ton parcours qui est assez particulier. Avec ça, avant ça, un mot sur la soirée du 28 août à Anguin, évidemment. Tu vas être opposé à la Turque Elif Nour Touran. Donne-nous un petit peu les enjeux pour toi de ce fight, sachant que sur tes deux dernières sorties, tu as remporté une ceinture EBU européenne et une ceinture IBF intercontinentale. Ce combat, il pourrait te permettre d'aller défier Alicia Baumgartner pour un titre mondial incontesté. C'est ça, on y est là. C'est un championnat du monde, WBA, et c'est le moment, je suis numéro 1 mondiale, donc il n'y avait pas trop le choix. C'est une grande fierté pour moi et c'est aussi un énorme challenge parce qu'en remportant cette ceinture mondiale, ça me permettra d'ouvrir l'opportunité de partir sur un championnat du monde unifié. Il n'y a aucun Français qui a encore rempli cet objectif. Et il y en a qui sont partis, qui ont essayé, mais ce serait incroyable de dire qu'il y a une fille ici qui est championne du monde unifiée contre l'américaine qui a toutes les ceintures, Alicia Baumgartner. C'est vrai, Baba, en ce moment, en boxe anglaise, peut-être qu'on va manquer de figure. Rima, actuellement, elle fait partie de celles qui peuvent amener la France au plus haut. Et en plus de ça, toute l'histoire est assez folle. Mais là, sportivement, elle a prouvé ces dernières années qu'elle pouvait concurrencer à peu près tout le monde dans sa caté. Ouais, c'est clair. Non, Rima, avec les performances qu'elle a montrées dans la catégorie, tout le monde sait qui c'est maintenant et qu'il y a des top fighteuses. Elle en fait partie. Et c'est pour ça qu'elle est dans ce combat-là et qu'elle a cette opportunité derrière. Donc maintenant, il faut, tout le monde le sait, Rima le sait, il faut gagner. Il faut gagner le titre. Il faut gagner, il faut y aller. Puis après, derrière, effectivement, ce serait vraiment un beau symbole qu'on ait Rima qui soit championne unifiée alors qu'on a du mal là, ces derniers temps à avoir des combattants titrés. C'est cette ascension, justement, tu le dis, faut gagner. Pour l'instant, tu as réussi à garder la tête froide à tous tes combats, tu es invaincu chez les professionnels. C'est quoi ce petit truc mental que tu as en plus, justement, pour très vite t'être faite à cette pression qui pouvait monter au fur et à mesure des combats? Déjà, moi, je pense que c'est dû à mon éducation. Ma mère, c'est une lionne. Donc, du coup, on n'est pas impressionné par des grands challenges et grands objectifs. Ma mère m'a toujours éduquée à la dure. Je pense aussi que j'ai un gros tempérament. Ça doit être dû à mes origines. Et je pense aussi que c'est beaucoup dû à mon entraîneur, à Badila Alab, à mon coach. On va en parler. Ouais, je suis vraiment entourée, si tu veux, de gens qui ont la même vision que moi. Donc ça aide au quotidien parce qu'il y a des moments où il y a des doutes, il y a des moments où il y a des remises en question, il y a des moments où t'en as marre, mais quand t'as que des lions autour de toi, pour te relever, mentalement, tu te sens solide. Moi, je me sens vraiment invincible parce que j'ai trop une grosse team, quoi. Que ce soit en coach technique, physique, en management, la famille, je suis trop bien entourée. Et puis Baba, je sais pas si tu constates ça aussi, mais moi je l'ai vu aussi ces derniers jours, notamment en parlant avec Taylor Lapillus par exemple. T'es hyper respecté et t'es hyper apprécié de tout le monde à qui on peut parler. Enfin moi c'est ce que j'ai vu. Je sais pas si c'est la même chose pour toi Baba, mais il y a que des ondes positives et du respect pour le parcours de Rima pour l'instant. Ouais, bien sûr. Il y a jamais rien à dire de négatif et c'est normal parce que le parcours force le respect. On va y revenir dans quelques minutes, mais voilà, c'est pas un parcours classique, typique. Et c'est beaucoup plus difficile, c'est la voie très difficile pour arriver au plus haut niveau. Et en plus, après, il a fallu tout construire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire à part respecter. Ouais.
Vous pouvez voir, évidemment, si vous regardez cette interview sur YouTube, il y a les ceintures de Rima qui sont juste à côté d'elle. Et bien sûr, c'est disponible sur toutes les plateformes aussi de podcast. On va juste revenir, avant de reparler de ton parcours et de tout ce que tu as fait auparavant, sur ton adversaire du 28 août. La Turque Elif Nour Touran a vaincu en 10 combats avec 60% de victoire avant la limite. Elle a remporté une ceinture intercontinentale WBC, une WBA Gold. Et elle s'exporte pas mal pour ses combats. Ouais. On l'a déjà vu au Royaume-Uni. Elle est partie aussi en Allemagne pour combattre. Là, elle va se produire pour la première fois en France. Elle est dangereuse, elle l'a prouvé. Et c'est vrai que comme lors de tes derniers combats, tu as un très gros morceau en face. Qu'est-ce que tu sais d'elle et à quel genre de combat tu t'attends d'elle? Ouais, elle est dangereuse. Ça, je le sais. Son dernier fight, elle a mis KO son adversaire au premier round. Grosse surprise en Angleterre. Ouais, en Angleterre, à domicile, dans une grosse promotion mondiale, chez Matchroom. Donc, on sait qu'elle a la foudre dans les mains. On sait qu'elle n'a pas peur. C'est une Turque, donc on connaît un peu leur mentalité. Mais moi, je sais que j'ai des qualités en plus qu'elle n'a pas, notamment physique, technique. Je pense qu'il y a beaucoup plus de recherche et d'IQ box chez moi que chez elle. Après, il faut vraiment faire attention parce qu'en boxe, il suffit d'un coup pour balancer la décision. Donc, je me méfie, mais je me suis très, très bien préparée en fonction de ses qualités, de ses défauts. Tu crois que c'est l'adversaire la plus forte que tu as affrontée jusqu'à maintenant? Non, je crois que c'est la plus dangereuse. Dangereuse, pas forcément la plus forte. Non, elle est dangereuse, elle fait tomber. Elle dit d'ailleurs à qui veut l'entendre qu'elle va mettre KO au premier round, donc elle nous fait une doumbée. Voilà, il y a pas mal de gens dans la boxe à l'étranger qui sont venus parler à ma manageuse en lui disant en nous répétant qu'elle dit qu'elle va me mettre KO chez moi à Paris. Donc elle est très sûre d'elle. Voilà. Ouais, elle a une grande confiance en elle. Après, bon, ça vient pas de nulle part parce qu'encore une fois, elle a créé la surprise en Angleterre sur une grosse soirée Matchroom en plus contre une boxeuse qui était invaincue avant ça. Elle fait le boulot, hein, rien à dire. Elle a fait le boulot, ça c'est clair. Et puis, elle a un taux de KO qui est quand même très élevé par rapport à la boxe féminine. C'est pas un taux qu'on a l'habitude de voir, donc 60% de KO, c'est beaucoup. Sur le point de vue technique, c'est vrai qu'en plus, son adversaire, la dernière, c'est une gauchère comme toi, et puis elle a réussi à passer au-dessus avec son crochet du gauche, même si je pense que l'anglaise, elle a peut-être fait des petites erreurs techniques. C'est quelque chose que tu as beaucoup regardé? Mais bien sûr, l'anglaise a fait une erreur, ça peut passer, mais elle fait 3 fois la même erreur. Donc elle tombe. Moi, elle va pas me surprendre parce que je connais son seul point fort, c'est son crochet, ses 2 crochets. C'est tout. Maintenant, j'ai travaillé ça énormément à la salle, donc elle va pas m'avoir avec ses crochets. Si elle m'a, ça veut dire que j'ai mal fait le job. En tout cas, moi, je suis prête pour pas le prendre. Et effectivement, l'anglaise, elle s'est fait avoir. Je pense qu'elle avait un excès de confiance. Je pense qu'elle n'a pas trop étudié l'adversaire avant parce qu'elle n'est pas non plus très connue. Voilà. Je me ferai pas avoir comme l'anglaise. C'est pas envisageable. De son côté, en plus, elle a 30 ans, elle est censée être un peu à son prime par rapport à sa série de victoires aussi. Toi, est-ce que physiquement aussi, tu t'attends à ce qu'elle essaye de prolonger le combat parce qu'elle est capable de tenir, ou alors tu t'attends à quelle tactique pour elle? Est-ce qu'elle va attaquer très fort d'après toi? Ouais, pour moi, c'est une fille qui va attaquer très fort. C'est pas une fille qui peut se projeter sur 10 rounds. J'ai bien l'impression en analysant ses combats qu'elle cherche que le KO. Voilà. Moi, je suis préparée à aller sur 10 rounds, mais même plus. Ouais. Là, j'ai fait la préparation physique la plus hardcore depuis mes débuts de boxe. Ça veut dire on m'a amené dans des zones trop sombres, troubles. Franchement, il y a eu des séances où les gars, ils ont dû me relever. J'étais par terre en mode, je peux plus me lever. Ça y est, je suis tétanisée, mes jambes veulent plus se lever. Et puis, ils te relèvent, ils te disent encore 3 rounds. Mais tu te dis, je peux pas, mon corps dit stop. Et tu peux. Franchement, j'ai fait une préparation physique. Alors, technique, je t'en parle pas. On est vraiment dans du détail. Tu vois, Badjila, il m'a dit, là, on va travailler la science. On est sur du millimètre. Et ça doit se voir. Moi, je veux que ça se voit sur ce combat. Ça se verra certainement. Donc, en gros, tu nous dis que si le combat se prolonge, ce sera à ton avantage et que tu es aussi capable d'aller la chercher avant la limite dans les premiers rounds. C'est ton objectif, en tout cas. De toute façon, c'est simple. Pour être sûr de moi, j'ai tout bossé. Ça veut dire qu'en termes de puissance, j'ai tourné avec des mecs. Elle ne frappera pas plus que ces mecs-là. Okay. En termes de vitesse et de technique, j'ai tourné avec des championnes olympiques. Donc, tu vois, je m'entraîne avec Estelle Mosley. Elle ne pourra pas faire mieux techniquement. C'est pas possible. Donc, j'ai tout bossé. Tu vois, le cardio, je l'ai bossé, j'ai charbonné. Je veux dire, sur tous les plans, là, je me sens prête. Oui, et puis en plus, il y a une évolution, je pense, par rapport à ton style sur le dernier combat. J'étais là en gain, c'était une adversaire un petit peu...
Elle était un peu particulière, elle était pas si simple. En tout cas, tu as rendu le combat un petit peu plus simple à l'œil que ce qu'on aurait pu croire. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir encore aller plus loin dans cette évolution? Parce que on savait que c'est un combat qui allait durer, celui d'avant. Ouais. Alors que là, on a une adversaire qui se présente, comme tu l'as dit, avec des intentions différentes. Elle, c'est le plus court, ce sera le mieux. Elle a des mauvaises intentions. Et donc, du coup, par rapport à c'est pour ça que tu as fait cette prépa physique-là, parce que tu sais que toi, tu vas jouer le plus long terme, en fait, sur ce combat-là. Alors, c'est d'abord parce qu'on a voulu me matrixer mentalement. Là, je suis sortie de ma zone de confort. Moi, j'ai toujours eu un physique pour faire 10 rounds. J'ai toujours tenu 10 rounds sans problème. Sauf que là, on m'a mis comme je t'ai dit, dans des zones que je connaissais pas. C'est même pas la zone rouge, c'est la zone noire. Tu sais, quand tu sors de la salle, tu pleures, tu remets tout en question. Tes poumons, ils brûlent. Franchement, je suis allée trop loin. Ce qui fait que... Et puis, on m'a tapé bien fort aussi. On m'a bousculé dans mon ego. Ce qui fait que dès le début, dès le premier round, moi, je sais qu'en face de moi, j'ai un taureau, j'ai une fille solide, j'ai même un camion, tu vois, en termes de force, mais je suis préparée à ça. Et on m'a mis dans ça. On m'a préparée mentalement et physiquement pour que dès le début, ce soit hardcore et que ça peut aller jusqu'à 10 rounds comme ça. C'est toi, ton animal fétiche, c'est l'antilope, Ouais. c'est ça, parce que là, depuis tout à l'heure, il y a les lions, les taureaux, etc. Mais toi, c'est vrai que c'est l'antilope qui, ce soir-là, va essayer de parler sur le ring, en tout cas. D'ailleurs, ce ring, c'est la 3e fois que tu vas le voir, c'est à Enghien. C'est une salle qui te met à l'aise aussi, dans laquelle tu te sens bien. Ça, c'est un vrai avantage pour toi. Ouais, c'est un vrai avantage. Je me sens à la maison, j'ai mes marques, j'ai mes habitudes. Il y aura mon public. Forcément, c'est un avantage pour moi. Il y aura ma famille, mes amis, mes sponsors. Et le fait de connaître cet endroit par cœur, je me sens, rassurée. Il n'y a pas de nouveauté, quoi. Ça te met pas une grosse pression? Parce que la dernière fois, moi, j'étais là aussi. Et c'est vrai qu'il y a toute ta famille qui est là. Il y a ta maman qui est là au premier rang. Tu ressens pas une sorte de pression par rapport à ça? Non. Moi, je suis une fille des jours J. Je te cache pas, j'aime ça. Ouais. J'aime bien sentir tous ces regards sur moi. J'ai tellement charbonné à la salle qu'en fait, j'appelle ça un jour de fête. Il y en a plein, ils me disent, est-ce que tu stresses le jour du combat? Et je sais qu'à un moment donné, c'était très à la mode de dire que oui, c'est normal de stresser, parce que les plus grands champions disaient qu'ils stressaient. Moi, c'est pas mon cas. Je peux pas mentir, je ne stresse pas le jour J. Je stresse pendant la prépa, parce qu'elle est trop hardcore. Je t'ai dit, on m'a remué de tous les côtés. Là, j'ai stressé. Mais le jour J, une fois que ce fameux camp est terminé, mais moi, je me sens comme un jour de bal, un jour de fête. Je me maquille, je me mets ma petite tenue. Je sais que ça va être dur, mais ça sera jamais aussi dur que tout ce que j'ai fait pendant presque 3 mois. Donc, moi, je m'amuse. Grosse prépa, c'est intéressant. Et on va y revenir aussi, notamment en parlant de ton entourage. Juste un mot pour parler de cette soirée. Après, on se recentrera sur toi précisément. Tu es aussi promoteur de cette soirée. C'est toi qui l'organise. Ça te met une pression en plus. Est-ce que, pareil, c'est quelque chose qui te permet aussi de pouvoir choisir certaines conditions dans lesquelles toi, tu as envie de combattre? Cette deuxième casquette, c'est un atout aussi pour toi? Non, c'est pas un atout, c'est que j'ai pas le choix. J'ai juste pris mon destin en main, parce qu'il est hors de question que je laisse mon destin entre les mains de promoteurs qui mettent pas la boxe féminine en avant. Ok. Il est hors de question que pour des titres aussi prestigieux, on me suive pas ni financièrement, ni même dans la stratégie de la fight card qu'on mette en début de soirée, alors qu'on parle de grands championnats. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais Rima, tu peux pas te laisser faire, tu peux pas accepter ça. C'est quoi la solution? Bah, lance-toi en indépendant, sois toi-même ton propre promoteur avec ton équipe et monte les événements. Après, j'ai aucun avantage du coup sur la physionomie, parce que les combats, on nous les impose. Tu sais, quand tu rentres dans le top 10 mondial, la WBA, la WBC, la WBO, la IBF va ordonner un fight. Tu vois, tu peux choisir tes adversaires jusqu'à un moment donné. Mais tu vois, là, je l'ai pas choisi. Pour le championnat d'Europe, Issa Boudersa, je l'ai pas choisi. Et quand tu arrives dans le niveau mondial, les fights, tu les choisis pas. Donc, c'est pas un avantage d'être promoteur. Au contraire, c'est un inconvénient, parce que ça me fait disperser de ma préparation. Tu sais, un athlète normal, il s'entraîne 2 fois par jour et entre les 2, il mange et il dort. Moi, je cavale dans tout Paris, tous les jours, pour faire des rendez-vous, pour aller voir des sponsors, pour aller chercher du budget, parce que c'est moi et mon organisation qui finance tout l'événement de A à Z, y compris elle qui vient pour me casser la gueule. C'est moi qui la finance. C'est toi qui Mais bien sûr. Ça, tu vois, Baba, ça en dit beaucoup sur que quelqu'un comme Rima, qui soit à ce stade-là de sa carrière, qui soit aussi proche d'une ceinture
aussi prestigieuse, qu'elle soit obligée de se financer elle-même pour pouvoir combattre. Ouais, bah c'est l'état de la boxe en France, on le connaît depuis très longtemps maintenant. C'est déjà compliqué, on va pas se cacher, hein, cette émission, c'est déjà compliqué pour au niveau de la boxe masculine, pour pouvoir organiser quoi que ce soit. Faut même pas parler de la boxe féminine qui est complètement à l'abandon. Après, je vais pas citer une instance en particulier. Tout le monde sait qui est qui, donc tout le monde saura se regarder dans une glace quand il faudra. Et c'est clair que c'est bien de pouvoir voir quelqu'un comme Rima tout organiser, tout faire toute seule à la force du poignet, puis ensuite venir comme des fleurs un petit peu se réclamer de ce succès-là. On voit, tout le monde voit. Si moi je vois, c'est que les autres aussi voient, mais en tout cas. Nous, on peut que respecter le travail que Rima fait. Moi, encore une fois, j'ai côtoyé l'équipe, donc je vois tout le boulot qui est fait en coulisses. C'est pas facile, c'est très difficile. Moi, qui a participé à des organisations aussi de galas en pied-point, je sais à quel point c'est compliqué d'organiser quand tu boxes pas. Mais en plus, moi, j'ai encore plus de respect pour les boxeurs qui organisent parce que tout l'influx nerveux, il part un peu dans la préparation. Ah ouais. Total. Et tu dois en garder encore, tu vois, pour pouvoir performer derrière. Donc c'est beaucoup de respect et j'espère que ça va peut-être faire. Non, c'est un vœu pieux en vrai, ce que je suis en train de te dire. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience au niveau des institutions, mais je suis peut-être un peu défaitiste, mais j'y on crois les pas. attend plus. On les attend plus. J'y crois pas vraiment. Mais tu Non. vois, le dernier fight, t'étais là. Ouais. Et les gens ont vu que la partie visible de l'iceberg. Et beaucoup m'ont félicité sur les réseaux. Et beaucoup aussi m'envient. C'est pas méchant, hein, c'est pas de la jalousie, mais beaucoup m'envient dans le sport de combat. Quand je les croise, ils me disent: ah, mais nous, on n'a pas ton aura, on n'a pas tes sponsors, ah, mais nous, on n'a pas la chance d'organiser nos galas au casino. Mais parce qu'ils savent pas ce que je fais. Mais Ils savent pas comment je vis, ils connaissent pas. Je leur dis: mais tu vois, là, ta préparation, quand tu prépares pour un fight, c'est chaud. Tout le monde me dit: ouais, c'est chaud, on s'entraîne 10 à 11 fois par semaine. Je dis: bah, imagine que dans tout ça, tu rajoutes tous les jours de la prospection, des réunions d'équipe, des rendez-vous sponsors, des événements le soir après ton deuxième entraînement. Donc toi, tu t'es tapé 2 entraînements dans la journée, l'après-midi des calls, et le soir, des événements où tu dois aller tchatcher, te présenter, expliquer ton projet, etc. Bah, moi, c'est ça que je fais. Est-ce que tu es capable, toi, de faire ça? Et tout le monde, à chaque fois, sans exception: ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Ah non, moi, je peux pas. Déjà, je suis KO. Tu vois? C'est pas si simple. Tu faisais déjà ça à l'époque, même quand tu n'étais pas à l'organisation de la soirée, même pour financer tes entraînements, ton quotidien, tu as dû aller chercher des sponsors. Est-ce que ce serait pas quelque chose qui presque te manquerait si demain, tu vois, ce côté-là aussi de construire ta carrière toi-même et d'aller chercher ces choses et d'avoir l'impression de mériter encore plus ces victoires quand tu arrives à les prendre à la fin, tu vois? Si demain tu n'avais plus tout ça, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui... Il y en a plein qui me disent ça. Mais est-ce que c'est le cas? On le saura jamais. Bah peut-être que tu n'auras plus besoin de toi-même t'occuper de tes organisations. Déjà, si on fait l'unification des titres et que ça se passe aux States contre l'américaine, je pense que je vivrais pour la première fois une vraie préparation comme un vrai athlète de haut niveau. Moi, je pense pas que ça me manquerait, hein. Je pense qu'au contraire, je serais à mon prime et que je dis souvent qu'on m'a jamais vu à 100% de mes capacités, puisque j'ai toujours biaisé les préparations avec ça. Et le jour où je ferai comme tous les athlètes, c'est-à-dire que de me préparer, forcément, il y aura peut-être 10-15% supplémentaires, tu vois, pour moi. Pour l'instant, je sais pas. J'ai toujours fait comme ça depuis le début, depuis mon titre national jusqu'à cela. J'ai tout organisé avec mon équipe. Je sais pas. Donc, on évacue par l'occasion aussi ceux qui pourraient dire si tu produis tes événements, c'est pour gagner plus d'argent, etc. C'est pas ça. C'est juste pour pouvoir te produire, en tout cas toi, sur le ring de Enghien le 28 août. C'est pas pour gagner de l'argent en plus de tes primes de combat. Non, pas du tout. C'est pas ça. Non. Pour l'argent, je me serais expatriée. Parce que c'est possible. Hein. Je suis entourée, je connais vraiment du monde dans le milieu de la boxe internationale. Donc de boxer à l'étranger, c'est possible. Mais moi, j'ai une vision, en fait. J'ai une vision. Ma vision, elle est ici. Ma vision, elle est d'inspirer les gens d'ici. Elle n'est pas juste de prendre... Tu vois, un boxeur qui veut aller à l'étranger pour vivre son rêve américain, c'est parce que lui, depuis jeune, il veut décrocher cette ceinture et la ramener chez lui, pour sa famille. Je sais pas, moi, pour la fame, je sais pas. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est un mouvement que je veux créer, que je veux lancer. Et je veux que chaque personne qui regarde mon parcours, parce qu'on va y arriver, j'ai compris, mais chaque personne qui sait d'où je viens, donc vraiment de très très bas, et que je peux aller jusqu'au niveau donc de devenir championne du monde en aussi peu de temps, en bousculant les codes. Et j'ai envie de les inspirer. J'ai vraiment envie de faire quelque chose plutôt ici, parce que c'est pas que pour moi que je le fais. Moi, je pourrais m'arrêter depuis un moment, parce que j'ai jamais rêvé d'être championne du monde. Ça se fait maintenant parce que j'ai gravi les échelons, parce que j'ai un super coach, parce que j'ai une super équipe.
Mais moi, à l'époque, je rêvais juste d'être championne de France, tu vois. Ouais. Je comptais m'arrêter après ça. Hein. Cette soirée, rapidement, le reste de la carte, elle donne aussi envie. Déjà, il y a Kevin Lelesadjo, 25 victoires, 0 défaite, avec 22 victoires avant la limite. On sait qu'il a de grosses ambitions. Il aurait dû potentiellement affronter Mbili avant l'été dernier, mais il y a eu des accords, notamment avec les promoteurs. Et puis aussi, sur la carte, il y a Capi, notamment influenceur avec 1 million de followers sur Instagram. Déjà 4 victoires, 0 défaite en boxe chez les pros. La soirée globale, elle est aussi très sympa. Il y aura beaucoup de spectacles. C'est ça que tu as essayé de faire. Ouais, c'est ça. Avec Lelesadjo, on est sur un gros nom de la boxe en France. On parle même plus de prospect, là. C'est confirmé. Ça a des grandes ambitions mondiales. Et en plus, c'est un ami. Moi, je l'ai rencontré quand j'étais en équipe de France il y a quelques années, donc je l'apprécie. Il fait le show. Pour moi, c'était une opportunité qu'il soit dans la soirée. Et Capi, on est complètement sur autre chose. Donc là, on est sur un influenceur qui avait, à un moment donné, jusqu'à pas longtemps, une très mauvaise image. Il le dit lui-même. Mais moi, je m'entraîne avec lui à la salle et je vois tout autre chose. Je vois un mec qui vient tous les jours se tuer à l'entraînement, qui a déménagé à côté de la salle pour pouvoir se tuer à l'entraînement. Je vois un mec qui veut changer complètement son image et qui veut se faire une sorte de rédemption. Et moi, je suis pour ça. C'est pas pour autant que je cautionne pas tout le avant, c'est pas du tout mon délire. Mais le présent, et moi je juge le présent, c'est un mec qui veut évoluer, c'est un mec qui veut passer dans un autre délire. Et ce nouveau délire, c'est la boxe, c'est le sport, avec toutes ses valeurs. Donc on prend, moi je l'accueille les bras ouverts. Sans jugement. Bon, rendez-vous le 28 août, en tout cas en Anguin. Rima, tu as donc 35 ans, tu as remporté 11 combats chez les pros depuis 2019, tu as des titres de championne de France, d'Europe, des titres continentaux aussi. Il y a eu beaucoup de reportages sur ton histoire par beaucoup de médias, c'est vrai que ça a été assez raconté. Juste pour ceux qui te découvrent rapidement, on va le redire, parce que c'est assez dingue en fait. T'étais pas du tout sportive, et en 2016, tout a changé. Tu as commencé la boxe, et en fait, en 10 ans à peine, t'en es arrivé là où t'es aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu juste ce début et comment t'es passé de rien à tout en un an. Ouais, c'est en 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça. À ce moment-là, moi, je pèse 20 kilos de plus. Je déteste le sport. J'en ai jamais fait. J'ai jamais suivi le sport à la télé. D'ailleurs, je le suis toujours pas. Donc, j'ai jamais baigné dans la culture sportive. Et je travaillais dans un resto à l'époque. Et je vivais des épreuves difficiles dans le sens où mon papa était malade et c'était la fin. Et je l'acceptais pas du tout. Donc, je dégageais une image un peu triste, colérique aussi. Et quand je travaillais dans ce restaurant-là, il y avait des boxeurs de pied-point. Donc, c'est la team Chouk. Ouais, bien sûr. Voilà. Un grand bonjour à Chouk d'ailleurs. Voilà, un grand bonjour à Chouk qui venait manger très régulièrement dans le resto. C'était un peu leur cantine et c'est devenu mes potes. J'aimais bien quand ils venaient. Donc, c'est quel resto alors? Ok. Avec un French et un Touch dedans. Ah non. Okay. Non. Un autre qui est plus ouvert. Ouais. Et donc, c'était devenu un peu des potes, quoi. Et Chouk, donc l'entraîneur, rapidement a senti que j'avais besoin de me défouler parce que je pense qu'il voyait dans mes yeux que j'étais triste et j'étais mal. Et plein de fois, il m'a dit « passe à la salle ». Moi, pas du tout ambiancée par l'idée. Et puis un jour, au bout de plusieurs invitations, j'y suis allée pour être polie, pour plus le voir, l'accompagner, voir l'équipe. Et pendant qu'ils s'entraînaient entre eux, moi, je me suis initiée au sac de frappe parce que je m'ennuyais. Et à ce moment-là, la rage que j'avais au fond de moi, les épreuves que je cachais, parce que moi, je souriais tout le temps. On voyait pas les soucis que j'avais. Et tout est sorti à ce moment-là. Et j'ai compris ce que les gens me bassinaient depuis des années en me disant, tu sais, le sport, ça peut soigner, c'est une thérapie. Pour moi, c'était que du bullshit, c'était juste pour se rassurer. Et là, je dis, ok, je suis rentrée chez moi complètement vidée et j'ai eu un coup de cœur. Et à partir de ce coup de cœur-là, j'ai commencé à regarder des vidéos de boxe sur Internet parce que j'avais jamais regardé la boxe. Ouais. Et c'est que là que je découvre Mike Tyson, Ali. J'ai aucune culture du sport. Moi, je connaissais que Rocky. Et là, j'adore. Mais moi, c'est de la boxe taille quand je m'initie. Ouais. Sauf que toutes les vidéos que j'ai kiffées sur YouTube, c'était de l'anglaise. Ouais. Et j'étais devenue addict. Pendant une semaine, je regardais que ça. Et j'allais tout le temps le voir. Apprends-moi ça. Je veux faire ci. Je veux faire ça. Et au bout d'une semaine, je lui dis, je veux faire un combat. Et lui-même, il m'a dit, non, mais Rima, abuse pas. Tu vois, t'as 26 ans, femme, beaucoup de poids à perdre. Il m'a dit, tu vois, les gars que tu vois là, ils sont là depuis... Et c'est très dur, même pour eux. Et je dis, de toute façon, c'est la boxe anglaise que je veux faire.
Donc, très rapidement, j'ai cherché le nom d'un entraîneur de boxe anglaise parce que 15 ans avant, j'avais regardé un reportage, donc j'étais une ado, et j'étais tombée sur un reportage d'un club à Aubervilliers avec Saïd Benagem. Ouais. Je sais pas, vous connaissez? Ouais. Voilà, qui entraîne C'est les le grands. Boxing Beat, non? Boxing Beat. Boxing Beat, Ça, oui, Ouais, exactement. c'est ça. Ouais. Avec Moi- le mur avec le grand tag derrière. Ouais, C'est ça. c'est ça, pile. Et du coup, quand j'ai vu ce reportage-là, j'étais vraiment très jeune, ben, j'ai eu un flash 15 ans après. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est là-bas que je dois m'entraîner. Et du coup, j'ai cherché son nom et son numéro, j'ai trouvé sur Google. Je me suis créé un peu comme dans un film et je l'ai appelé en lui disant, alors voilà, je veux faire de la compétition et c'est chez vous que je dois aller. Et il me dit, ok, mais vous avez quel âge? Je lui dis 26 ans. Et là, il y a un blanc, il botte en touche. Ah non, je suis désolée, j'ai pas mal de monde, rappelez-moi la saison prochaine. Je le rappelle et je lui dis, non, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai regardé votre reportage il y a 15 ans, je me souviens du titre du reportage qui s'appelle La rage de vaincre et c'est chez vous que je dois aller, c'est un signe. Et il me dit non, mais. Et il botte en touche une deuxième fois. Et là, je l'appelle une troisième fois, je dis je vais pas vous appeler comme ça tous les jours parce que je peux le faire. Hein. Et il me dit ok, bah, c'est bon, passez lundi. Voilà. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça a commencé. Je suis passée un lundi. Il m'a jeté dans le ring comme on jette quelqu'un dans une piscine pour apprendre à nager. Et il m'a dit vas-y. Ouais. Et voilà, je me suis fait démolir. Mais il a vu que je tenais, même si je savais pas boxer. Il a vu que j'avais la dalle, j'avais la rage. Et tout de suite, il m'a dit il y a un truc à faire avec toi. Donc en fait, cette rage de vaincre, toi, c'était le nom du reportage que tu avais vu, mais tu l'as eu en toi tout le temps. Parce que si tu as eu en tête ce reportage pendant autant d'années, c'est que tu avais ça au fond de toi, en fait. Moi, j'ai la rage de vaincre depuis que je suis toute petite parce que déjà, quand j'étais à l'école, je subissais la méchanceté des enfants, le harcèlement. On se moquait beaucoup de moi physiquement. J'étais devenue malgré moi un garçon manqué. De base, je voulais être une petite fille comme tout le monde, mais je suis devenue très rapidement un mec pour qu'on me laisse tranquille. Et je commençais un petit peu à me battre aussi au collège. Je tapais les garçons qui m'embêtaient. Donc j'avais toujours eu cette rage de vaincre parce que je vivais mal le fait que je sois rejetée. Et même à cette époque-là, je me disais un jour, je serai quelqu'un. Mais je ne pensais pas que c'est dans le sport. Et puis, toi qui es coach aussi, Baba, Ouais. Rima, dans les interviews, tu le dis aussi, tu dis quand je commence à 26 ans, moi, j'ai pas le choix. Et c'est vrai que quand tu commences vraiment en plus le sport, tout court, à 26 ans, et que tu veux faire quelque chose, t'as pas de choix, faut avoir aller une vite. progression qui est XXL. Ouais. En fait, il y a beaucoup le savoir-faire, tu peux l'acquérir quasiment à n'importe quel âge, mais là, on parle vraiment de savoir-être. Quand tu commences aussi tard dans un sport, Ouais. si t'as pas ces qualités-là mentales, justement, quand t'es jeune, c'est-à-dire que ton coach, il va te dire A, tu fais A, il n'y a pas à discuter. T'es un adulte avec une vraie construction, C'est vrai. c'est très différent parce qu'on va te demander de faire quelque chose que tu trouves pas logique. Bah déjà, toi, tu vas avoir un conflit dans ta tête. Et donc, moi, je pense que j'aurais eu la même réaction que Chouk. Et on se connaît très très bien, lui et moi. Donc, il sait que j'aurais eu la même réaction. J'aurais dit, ouais, bon, écoute, t'es gentil, t'es déjà venu t'entraîner. Mais les combats, ça va 5 minutes. Donc encore une fois, il y a beaucoup de détermination à avoir dans ce qu'a fait Rima parce que c'est que des vents contraires. C'est que des vents contraires et encore plus quand t'es une femme dans un univers d'hommes, dans des salles où tu vas avoir 99% d'hommes. Donc, c'est vraiment, vraiment pas facile et il faut respecter le parcours parce que de passer de ça en 2016 à C'est dingue. quasiment à une marche, on va dire à une marche de disputer un championnat du monde unifié, C'est dingue. C'est Non, extraordinaire. mais des fois, je réalise pas. Des fois, je me réveille, je comprends ce qui se passe. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais après, t'as une autre voix qui dit, mais c'est normal, t'as charbonné. Ouais. Ça fait presque 10 ans, tu fais que ça, t'as tout plaqué, t'as plus de vie, tu t'es sacrifié pour ce sport, c'est normal. Et puis, t'as d'autres gens qui vont dire, mais non, c'est incroyable, tu vois. Ouais. Et comme t'as dit, c'est que du vent contraire, mais toute mon histoire, c'est du vent contraire. Et je pense que c'est ce qui m'a fait glow up aussi vite, parce qu'en fait, ça donne la rage et ça donne la force supplémentaire qui manque. C'est aussi de prouver, c'est écrit sur mon t-shirt, de prouver que tout le monde a tort. Et moi, j'ai vécu ça les 4 premières années de boxe. J'ai vraiment été contre vent et marée et auprès de tout le monde. Et c'est les vents contraires, ceux qui t'ont aidé à inverser le vent et qui soufflent plutôt dans ton dos et en ta faveur, c'est la famille Alab. Ouais. On va en parler du coup, le club BAM l'Héritage, c'est eux qui t'ont permis d'atteindre, après ces initiations et après ces premiers pas dans la boxe, c'est eux qui t'ont permis d'atteindre le niveau que tu as aujourd'hui et la motivation que tu as réussi à conserver dans certains moments qui n'étaient pas forcément faciles aussi. En fait, avant d'arriver chez Abadila, parce que c'est Abadila mon entraîneur, ça faisait déjà 4 ans que je devais prouver à tout le monde que j'aurais bien ma place, que je mérite d'être là, que vous verrez, j'y arriverai. Et je rabâchais ça à tout le monde, les amis, la famille, les clients, parce que j'étais encore serveuse jusqu'à
À un certain moment, j'ai été serveuse, même quand j'étais en équipe de France, j'étais encore serveuse. Et d'ailleurs, il y a des vidéos sur d'autres médias où je montre des moments où mon patron se moque de moi à l'époque parce qu'il y croit pas du tout. Je lui dis: «Tu vas voir, là, je vais passer pro dans pas longtemps, je vais devenir championne de France». Mais personne n'y croit, vraiment, c'est même pas pour Cette faire vidéo, elle est elle est sur internet, on Ouais. l'a vu sur Ouais. certaines vidéos, on la voit où Ouais. effectivement tu filmes et les mecs Ouais. te disent mais t'es... Et parce que d'ailleurs, moi, je sais que je vais péter. ouais, Je sais que je vais réussir, Ouais. mais je peux pas le prouver parce qu'à ce moment-là, je suis serveuse, je passe Ouais. le balai. Effectivement, c'est compliqué, mais moi, j'ai le feu en moi qui me dit: «Eh, un jour, tu vas faire quelque chose de grand». Et à ce moment-là, juste, j'allais passer pro, tu vois? Il m'a dit: «C'est bon, tu t'en es sortie, tu as 30 piges, tu as déjà fait tes combats amateurs, c'est très bien. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux passer responsable? Il y a un poste, hein». Il se moque de moi comme ça et je lui dis: «Mais tu as pas compris, je veux passer pro, je veux devenir championne de France». Mais abuse pas, ils ont éclaté de rire. Mais des scènes comme ça, là, elle est filmée, mais moi, j'en ai plein. Ouais. Ouais. J'en ai plein. C'est mes copines, même mes proches, qui se moquent de moi, qui me disent: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pas, on te connaît depuis des années, nous, on sait qui tu es, tu peux pas devenir championne». Voilà et jusqu'au bout, ça a duré comme ça et quand je rencontre Abadila, donc c'est, 2019, là, lui, je vois dans ses yeux qu'il y croit vraiment, mais même pas au stade championne de France. Pour lui, on peut viser, au-dessus parce qu'il m'a dit: «Tu as le truc qui me manque chez beaucoup de gens, c'est pas le travail parce qu'on va travailler, on va se tuer, ça va être dur, mais tu as le mental». Ouais, c'est ça. Et il m'a dit: «Ce mental-là, il est pas donné à tous et avec ça, on peut faire de grandes choses». Et tout de suite, il a cru en moi et quand je lui ai dit, que j'avais fait, une promesse en fait, au départ, il était pas chaud Abadila, faut le dire. Moi, j'allais le voir un peu comme une fan dans des compétitions. Je lui disais: «J'adore ce que tu fais. Est-ce que je peux venir à l'entraînement?» J'essayais de gratter des séances. Il me calculait pas trop. Et puis le jour où je lui ai dit dans une discussion que j'avais perdu mon papa il y a pas longtemps et que je lui avais fait une promesse sur son lit de mort, c'est que je deviendrais championne de France. Là, j'ai vu dans son regard qu'il pouvait pas me lâcher. Il s'est senti pris d'une mission parce que c'est quelqu'un qui avait pas besoin de champion en plus. Il a Ouais. que ça. Les gens viennent de la France entière pour s'entraîner avec lui, pour faire des stages avec lui. C'est un grand nom, Abadila Alam, mais il n'avait pas besoin de moi. Mais quand je lui ai dit ça, vu que c'est un homme de cœur, il s'est senti pris d'une mission et il m'a dit: «OK, je peux pas la lâcher». Il m'a dit: «Vas-y, viens». c'est vrai que c'est un entourage assez connu et réputé, hein, les Alab, Ali, Abadila, c'est un nom connu. Il y a aussi, ils participent à des camps aussi pour des combattants MMA. Ouais, il y en a beaucoup de mecs du pour MMA. perfectionner l'anglaise. Donc c'est vrai que Mm. à la base aussi, quand Rima se dirige vers eux, c'est une valeur sûre. Tu sais que tu vas C'est- pouvoir progresser. C'est Oui. une valeur sûre et tellement sûre, je vais peut-être te surprendre, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent, mais si je suis là aujourd'hui en partie, donc si j'ai commencé la boxe, c'est parce que j'ai une grosse partie de ma famille qui est des Mureaux. Ah, je savais pas. Ouais, j'ai mon cousin qui est un très bon ami de Ali, Alab. Ouais. Et en fait, pendant un de mes séjours au Mureaux, où j'ai mon cousin qui me parle tout le temps de son pote boxeur, Ali, qui est trop fort, et je le vois boxer, et moi, boum. En fait, ça me fait un éclat dans les yeux. Déclic. Je dis, quand je rentre à Saint-Ouen, il faut que je fasse de la boxe. Et en Ah fait, ouais. je commence comme ça, et de fil en aiguille, voilà. Et je l'ai dit à Abadila il n'y a pas très longtemps quand on s'est rencontrés, Ah, c'est parce fou. que indirectement, sa famille m'a aidé à commencer la boxe. Ouais. Donc c'est des Donc, monuments. c'est pas toi que ça va étonner. Non, voilà, c'est des monuments de la boxe. Je pense même que même eux, Abadila et le reste, je pense qu'ils sont même pas conscients réellement d'à quel point ils peuvent toucher des gens et inciter les gens à pratiquer ce sport. Et puis Abadila, c'est un grand passionné comme moi, donc c'est quelqu'un avec qui on peut parler pendant des heures. Des et heures des de boxe, ouais. Et tu sens que dans sa manière d'entraîner, il y a toute sa passion qui s'exprime. Il y a Grave. tout. C'est un vrai étudiant du game, un éternel étudiant du game Ouais. en plus. Donc tu pouvais pas aller voir une meilleure personne que ça. Ouais. Ah ouais. Tu dis que t'es jamais sorti d'un combat en étant déçu de ta préparation. C'est-à-dire que tu t'es toujours dit, j'ai fait ce qu'il fallait quoi qu'il arrive. Toujours. Même si tu étais moins contente de ta presta, etc., tu as toujours fait ce qu'il Toujours. fallait. Là, de ce que tu nous as dit avec, avec les périodes troubles après l'entraînement, tellement c'était dur sur cette prépa, c'est confirmé. Je suis Ça, prête. c'est aussi eux qui te poussent justement, camp après camp, à aller chercher quelque chose qui est encore plus profond en toi. Moi, à chaque fois, je me dis, j'ai passé la préparation la plus dure, on peut pas faire plus. Et le combat d'après, il me montre qu'il y a pire. Ouais. Tu vois, là, je sais pas si on peut faire pire que ce que j'ai fait. C'était la pire de toutes mes préparations. J'ai pleuré, je me suis disputée avec l'équipe, j'ai crié, je me suis énervée, je suis déjà partie en claquant la porte. C'était vraiment dur. C'était vraiment dur cette prépa. C'était chaud. Et aussi, j'ai hâte que ça se termine, hein.
Bah ouais, Tu bah vois. c'est jour de fête. Hein. T'as C'est dit jour de fête, délivrance. quand tu prépares la Délivrance. fête, t'as hâte que ce soit la fête. Hein. Ouais. C'est normal. Ouais. Et t'es content aussi quand ça se termine. Tu te dis j'ai passé un bon moment et c'est cool. Bon, le parcours de boxeuse, maintenant, Rima, on l'a dit, début des entraînements en 2016, premier combat pro en 2019. On est dans un sport où ça peut être long et laborieux pour s'en sortir. Et je crois qu'au bout de quelques combats, t'as même failli jeter l'éponge. Et c'est ta sœur, finalement, qui t'a dit reste, continue, machin. Et c'est là que t'as commencé à aller chercher tes sponsors. C'est grâce à elle aussi que tu es encore là sur cette carrière pro. Ouais. En fait, la seule fois que j'ai employé le mot abandonner, c'était cette période-là, c'était pendant le Covid. Parce que donc, je venais de passer pro, j'avais 3 combats, 3 victoires, je boxais chez les promoteurs, mon nom commençait à tourner, ça se passait bien. J'étais à mon prime et j'allais devenir bientôt championne de France. Enfin, j'étais challenger pour le titre dont je rêvais tant, dont j'avais fait la promesse à mon papa. Et là, il y a le Covid. Et donc, du coup, pendant le Covid et le confinement, moi, je peux plus faire mes petits extras dans les restos. Parce que oui, à ce moment-là, Oui. je suis boxeuse pro, et, j'étais en équipe de France juste avant, mais toujours serveuse. Ouais. Parce qu'on gagne pas d'argent. Hein. Donc, et là, on me dit, tu peux plus bosser, les restaurants sont fermés, débrouille-toi. Donc, je suis arrivée dans une précarité telle que je pouvais même plus aller à l'entraînement. Parce que on parle de Abadila au Muro, mais moi, je suis de Paris. Oui. Donc, je suis allée chez lui parce que c'était le meilleur, mais moi, il me fallait faire la route Paris-les Mureaux tous les jours. Et voilà, à ce moment-là, j'ai plus 1 euro, je peux pas travailler pour me débrouiller. J'ai 30 ans, bah, je me dis à un moment donné, faut que t'es rêveuse, c'est bien, mais ils avaient peut-être pas tort, les gens. Ouais. Stop. Et ma sœur, elle vient chez moi dans cette période où je sors pas du lit, où je suis en dépression. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, c'est bon, moi, je m'entraîne plus. Il y a plus moyen d'aller même s'entraîner au Muro. Et elle me dit, non, non, non. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas créer un compte LinkedIn. T'as une histoire de ouf. Tu fais ça pour papa, tu fais ça pour motiver les gens, tu fais ça pour prouver aux gens que tout est possible. Tu peux pas t'arrêter aux portes du championnat de France. Donc, tu vas créer un compte LinkedIn, je vais te le faire. Et on va aller chercher des sponsors en racontant un peu qui t'es, ton histoire, ce que tu véhicules comme valeur. Et moi, je dis, ah ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu racontes? Mais de quoi tu parles? Je suis une boxeuse, tu me parles de LinkedIn. Enfin, bref. Et je dis, vas-y, moi, je te laisse 1 mois. Si en 1 mois, on n'a rien trouvé, j'abandonne et puis je retourne dans mon ancien passé de commercial. Moi, je sais bosser, j'ai toujours travaillé, tu vois. Elle me dit, OK. Et très rapidement, un premier sponsor, c'était l'ancien patron de Century 21 qui est décédé, un grand fan de boxe, qui a entendu parler de mon histoire et qui s'est dit, mais jamais de la vie, je laisse une fille comme ça galérer. Et voilà, il m'a envoyé un budget pour pouvoir aller m'entraîner. Et c'est comme ça que l'histoire reprend. Ouais. Et le Covid ne passe pas. Donc, OK, je reprends l'entraînement. Voilà, long. le Covid ne passe pas. Donc, moi, je reprends l'entraînement. OK, c'est bien, c'est cool. Mais il n'y a pas d'événements sportifs en France, dans aucune discipline. C'est parce que tu pouvais pas avoir de spectateurs vu qu'il y avait Les jeux, les enfin, jeux, quoi qu'il arrive, oui. il y avait 0 événement en France. 0 événement. Bah, dans les sports de combat, il y a l'Apex à Las Vegas avec Ouais, c'est l'UFC tout. qui a réussi à justement c'est tirer vrai, son épingle ouais. du jeu et même grossir grâce à ça. Mais sinon, en France, c'était mort. Bah, finalement, c'est un peu ce que j'ai fait parce que je vais voir Abadila et je lui dis comment on fait. Moi, je veux devenir championne de France maintenant, je veux pas attendre. Et il me dit, c'est mort, il n'y a pas d'événement. Je lui dis, comment on peut faire? Il me dit, Parce regarde. que, pardon, 19 décembre 2020, la date. Hein. Donc, ça commence en mars, avril, le Covid. Mars, le confinement, Voilà, c'est mars. c'est mi-mars 2020. Toi, tu es championne de France le 19 décembre 2020. Ouais. Donc, dans la temporalité, on se rend compte, on peut visualiser à quel point ça pouvait paraître compliqué. Tu vois dans quelle période on est? Je vois. Et là, tu as le coach qui me dit, la seule solution, Rima, mais franchement, c'est compliqué, c'est qu'en fait, tu organises l'événement comme un promoteur, mais sache que même si c'est choquant, tu devras tout payer comme un promoteur, parce que nous, on n'a pas les finances pour faire ce championnat de France, parce qu'il n'y aura pas de billetterie, on va pas s'y retrouver, etc. Donc, c'est la seule solution. Et moi, je lui dis, let's go. Il me dit, tu vas aller là chercher du budget pour ton championnat de France. Oui, mais il n'y aura pas de spectateurs, on va devoir le faire à huis clos. Oui. Et du coup, je suis allée pendant la préparation de mon championnat de France pour la première fois prospecter, taper aux portes des entreprises. Bon, c'était au Muro à l'époque, hein, c'était à échelle, on va dire, départementale. Ouais. Et j'allais voir des gens en leur disant, aidez-moi, je veux monter un événement, je veux devenir championne de France, mais je dois tout payer. Et à coût de 1 000 euros par-ci, 2 000 euros par-là, les gens ont été touchés par ça. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. Et on a fait le championnat de France à domicile, au Muro, à huis clos, sans spectateurs. Et j'ai remporté le titre. Ouais, titre de championne de France. Et depuis, ça continue crescendo en fait. Et c'est vrai que quand on regarde sur ton box-rec la liste des adversaires que tu as battus depuis le championnat de France, notamment sur les 2 dernières, avec Licia Boudersa notamment, c'est vrai que là maintenant,
tu vas chercher des adversaires qui ont tout le niveau mondial. Bah ouais, ça y est. Ça y est, depuis 5 ans, en fait, depuis le championnat de France, t'es vraiment sur une rampe de lancement. Ouais. Et ce qui est important, c'est que surtout, t'as pas déçu, t'as gardé un niveau à la fois constant dans les performances, mais en réussissant à monter d'une marche à chaque fois. Et c'est ça qui est fort aussi sur ce parcours, ça va crescendo à chaque combat. Ouais, c'est ça, c'est que malgré le fait que tu aies commencé tard, on sent que on n'a pas voulu brûler les étapes. Vous avez fait ça niveau par niveau à chaque fois. D'aller chercher Licia, qui est une excellente boxeuse, qui vient encore une fois de combattre là, il y a même pas longtemps Aux États-Unis, aux États-Unis dans un gros gala, presque 100% féminin. Et donc de continuer à progresser comme ça, je pense que là, tu arrives au niveau où il faut. Maintenant, le plus haut niveau, c'est Alicia. Comment toi, tu la vois aujourd'hui? Est-ce que tu penses que là, si tu la prenais demain, ce serait dur, ou tu dis que toi, tu es déjà prête pour elle? Non, je suis déjà prête pour elle. Ouais. Je le vois sur cette préparation. Je suis prête. Et puis, il y a eu un moment donné où je me suis dit, effectivement, elle est impressionnante. Sauf que là, sur les fights que je regarde, notamment le dernier, elle m'impressionne de moins en moins. Je dis pas qu'elle est pas bonne, elle est très bonne, elle est championne unifiée. Mais je vois beaucoup de failles. Je vois comment il faut la prendre. Pour moi, elle est prenable. Et comment est-ce qu'il faut la prendre, du coup? En vitesse. En vitesse. C'est la vitesse, c'est ton explosivité qui pourra faire la différence, et c'est là-dessus qu'elle a ses lacunes. Ouais. En fait, elle travaille tellement sur des coups forts que je l'ai vu sur son fight contre Michaela Mayer, qui était serré. Hein. Ok. Bah, dès qu'on la prend de vitesse, je trouve qu'elle ralentit, je trouve qu'elle voit moins le jour, je trouve qu'elle est moins lucide. Mais quand tu la laisses boxer, effectivement, et que tu montres que tu as un petit peu peur de sa force, comme a fait Elamel Khaled quand elle est un peu trop sur la retenue, et faut pas la respecter en fait. Alicia, faut y aller sans la respecter. Voilà, faut y aller, il faut se dire qu'en face, c'est une boxeuse, juste elle punch, c'est propre, ok, mais ça a des défauts comme tout le monde, on en a tous. Et du coup, utiliser la vitesse pour essayer de construire une victoire plutôt à la limite, ou alors tu penses que aussi c'est possible de trouver l'enchaînement avec ta vitesse pour pouvoir la faire tomber? Bah ça va avec, hein. Vitesse, précision, tu peux, mais timing. tu peux peut-être décider d'agir en vitesse pour te retirer derrière, pour revenir. Tu vas faire une sorte d'in-out pour essayer de marquer tes Moi, points. je pense que c'est le in-out qu'il faut faire avec elle. Faut la rendre bête. Mais du coup, en out, forcément, tu marques, tu te retires, mais tu peux essayer de trouver le coup dur à un moment. Il peut arriver sur un bon timing. En tout cas, c'est clairement ce qu'on peut attendre là maintenant de Rima. S'il y a ce combat derrière, t'es assuré. Bah, je sais pas ce qu'elle fait, parce qu'elle tient aussi les ceintures en otage, dans le sens où là, normalement, j'aurais pu déjà être sur la carte. C'est ce que je voulais dire, parce que ton dernier combat était déjà annoncé comme une demi-finale mondiale. Et finalement, bah, tu dois repasser par une adversaire encore plus forte que celle que tu avais combattue précédemment pour aller chercher Baumgartner, qui est championne. Alors qu'elle a choisi, elle, de prendre une fille qui n'est même pas dans sa catégorie dans le dernier fight. Et nous, on a fait la demande pour la boxer. Nous, on a fait des demandes pour la ramener ici. On a fait des demandes pour boxer là-bas, dans la soirée de Jake Paul. Donc, on a tout fait. T'es prête à tout, Bah bien sûr, c'est le moment. Mais est-ce que tu as des assurances cette fois-ci? Est-ce que tu es certaine en gagnant ce titre-là, bah, là tu es championne du monde intérim, ça y est. Ouais, mais donc là il y a plus de doute, c'est une vraie demi-finale mondiale. C'est obligatoire. C'est la demi-finale mondiale. Et tu sais où ça pourrait se passer? Non, c'est même pas une demi-finale mondiale, c'est un titre mondial. C'est le titre intérimaire, mais demi-finale mondiale de la ceinture unifiée de Baumgartner. Et si ça se fait, tu as une idée de où ça pourrait se faire derrière? Non, parce que ça peut se faire soit chez eux aux États-Unis et ce serait bien. Ça peut se faire ici, pourquoi pas. Faut négocier, faut voir. Je sens que tu es encore prête à mettre ta casquette Tu sens les choses. Voilà. Ça, tu vois que ça te titille finalement. C'est vrai, mais parce que je suis une entrepreneuse. On y revient. Bon, en tout cas, merci Rima d'avoir été avec nous. Peut-être que Baba, tu as encore quelque chose à ajouter pour Rima, non, simplement lui donner de la force. En tout cas, voilà, la force, c'est que je serai là. De toute façon, j'habite à 1 kilomètre du casino d'Anguin, donc je vais même venir à pied. Ah, tu viendras. Il est toujours là, Baba, il est toujours là. Je viendrai, comme d'habitude, on viendra supporter. Et un grand bonjour à toute l'équipe qui te suit en prépa physique, notamment mes amis Samir, évidemment, Valentino et Issan. Et toute l'équipe. Et puis j'en profite, comme tu le croises de temps en temps, pour avoir une grosse pensée pour la famille Aliwan, qui vit un moment compliqué en ce moment. Merci. Bah moi, je vais juste remercier aussi toute mon équipe, mon entraîneur Abadila Alab, et puis tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien, Sabine, Gigi, Anaïs. Moi, j'ai vraiment une team de filles.
c'est des nanas qui montent l'événement, là, que vous voyez. On est une team de nanas. Voilà, j'ai la famille Ukraine qui m'aide, je les remercie tous. Et puis aussi, je remercie tous ceux qui me soutiennent au quotidien sur les réseaux, qui m'envoient des messages quotidiennement, parce que je reçois tous les jours des petits messages comme quoi je les ai inspirés, créé des déclics pour qu'ils se lancent dans leurs projets. Et je fais ça pour ça, donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Très beau message. Vous pouvez aller suivre évidemment Rima Ayadi sur Instagram, notamment, c'est là où tu communiques le plus, je crois, et la soutenir aussi. On est très heureux aussi à RMC Sport de pouvoir t'accompagner dans la plupart de tes combats dernièrement, et dans celui-ci qui aura lieu donc au Casino d'Anguin contre Elif Nour Touran le 28 août prochain. Gros choc d'un vaincu. Gros choc, voilà, ceinture intérimaire et la ceinture unifiée derrière, certainement, contre Alicia Baumgartner. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Rima. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Baba, comme d'habitude, d'avoir été à mes côtés pour le RMC Fighter Club. Évidemment, ça s'arrête jamais. Vous le savez, on essayera de vous proposer aussi des gros invités juste avant l'UFC Paris qui arrive début septembre à suivre dans le RMC Fighter Club. Merci aux équipes techniques autour de Flavien Ziolkowski, Arthur Robert. Merci à Laurent Dupouy qui travaille aussi sur les contenus sport de combat chez RMC Sport. Et merci à Sabine d'avoir permis aussi la venue de Rima dans le Fighter Club. Merci Rima, et bon courage pour ton combat. Merci beaucoup. RMC Fighters Club.